On vient de l'entendre, du côté d'Ottawa, on mise beaucoup sur cette rencontre avec les chefs héréditaires à Smithers, en Colombie-Britannique. Le ministre Marc Garneau affirme qu'il pourrait s'agir d'un point tournant dans la crise. La ministre Caroline Bennett parle, elle, d'une réunion vraiment importante. Alors, à quoi on peut raisonnablement s'attendre? J'en discute avec Éric Cardinal, qui est chargé de cours sur le droit canadien et les peuples autochtones à l'Université de Montréal. Bonsoir, Éric. Bonsoir, Esther. Bon, ça fait plusieurs jours que les représentants des gouvernements attendaient justement de rencontrer les chefs héréditaires. Est-ce que cette réunion, juste le fait que finalement elle se tienne, ça vous semble un développement important dans la crise? C'est une avancée extrêmement importante. On vient de passer à une nouvelle étape où là, maintenant, on a réussi à créer le dialogue entre le gouvernement et les chefs héréditaires Wet'suwet'en, ce qui est une excellente nouvelle. Bon. Vous êtes spécialiste des questions autochtones. Vous êtes aussi conseiller stratégique. Je me demandais si les ministres Bennett et Fraser vous avez consulté tout juste avant d'entrer en réunion avec les chefs héréditaires à Smithers. Ça aurait été quoi votre premier conseil? Bien, d'abord, c'est de respecter leur système, justement, de clans et de chefs héréditaires. Je leur aurais conseillé d'abord de bien s'informer sur à qui ils parlent, à qui ils ont affaire et comment complexe est le système politique interne à la nation Wet'suwet'en. Puis le deuxième conseil, c'est d'être à l'écoute de leurs demandes et d'avoir une ouverture pour l'après-crise. En fait, ils doivent y aller avec un agenda en deux temps. D'abord, trouver une solution immédiate pour lever les blocus et par la suite mettre sur la table là, des mécanismes pour permettre un dialogue plus constructif pour l'après-crise. Ça me semble absolument important. Donc, y aller en deux étapes. On se doute que les ministres Bennett et Fraser vont peut-être tenter de convaincre les chefs héréditaires du bien fondé des avantages du gazoduc sur leur territoire, des avantages économiques notamment. Si au départ, les chefs héréditaires restent sur leur position, parce que c'est ça le nœud du problème, ils sont contre ce projet, est-ce qu'il y a un dénouement possible? Je pense pas que ce soit une bonne idée d'essayer de les convaincre à ce moment-ci du bien fondé du projet. Je pense que ce qui est important, c'est de reconnaître que le gouvernement fédéral a une responsabilité de consulter et d'accommoder les Premières Nations quand il y a un projet sur les terres ancestrales, là où il y a potentiellement des droits ancestraux et un titre ancestral. Et c'est là que le pouvoir des chefs héréditaires est important. Et c'est pour ça qu'à cette rencontre-là, ce que le gouvernement fédéral doit dire, c'est nous allons assumer nos responsabilités, nous allons faire en sorte que la consultation ait lieu de façon pleine, entière, adéquate et que vous puissiez exprimer vos opinions, vos commentaires, vos préoccupations par rapport au projet. Et ça revient aussi à un des principes qu'on retrouve dans la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones, c'est-à-dire le consentement libre, préalable et éclairé, qui n'équivaut pas à un droit de veto, mais plutôt à des efforts vraiment importants de la part du gouvernement pour rechercher un accord des parties ou, à tout le moins, trouver des moyens de les accommoder le cas échéant. Oui. Est-ce que ça se pourrait qu'on en vienne à la conclusion que finalement, il faut retourner à la table des négociations et en fait inviter les chefs héréditaires pour reprendre du début les pourparlers sur ce projet de gazoduc de Coastal GasLink? Est-ce que ça se pourrait que finalement, on en vienne à la conclusion qu'il faut recommencer complètement le processus? Bien, pas recommencer, je ne pense pas complètement le processus, mais il y a certainement plus de consultations à mener. C'était d'ailleurs une des conclusions du rapport du Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique qui a interpellé la compagnie et qui a dit vous devez refaire ou en fait faire davantage de consultations au sein de la nation Wet'suwet'en. Puis ce qu'il faut dire, c'est qu'en droit canadien, même s'il y a une entente avec une entreprise, ça ne lève pas le fardeau du gouvernement d'assurer une consultation de la nation. Donc, le gouvernement fédéral a quand même la responsabilité de s'assurer qu'il y a eu une consultation adéquate de l'ensemble des parties prenantes de la nation Wet'suwet'en. On dit que c'est une rencontre qui pourrait durer 2 jours, jeudi, vendredi. Quels sont les indices qui vont nous laisser croire que ça se déroule bien? Vous, qu'est-ce que vous allez surveiller de cette réunion? Bien, je pense qu'un des indices, ça serait la réaction des Mohawks, ceux qui appuient les chefs héréditaires Wet'suwet'en dans leur démarche, qui bloquent actuellement des voies ferrées dans l'est du pays, donc au Québec, notamment à Kanawake. Et eux, je sais qu'ils sont en lien direct
avec les chefs héréditaires. Et si on sent que les discussions vont bien et que les chefs héréditaires sont satisfaits de la réponse du gouvernement fédéral, bien, on va voir du côté des Mohawks aussi soit une levée des blocus ou en fait une modification de leur position de blocus actuellement là, Oui. Même fait qu'il y a des temps qui ne circulent pas encore là, dans l'Est. C'est ça. Même si les chefs héréditaires ne peuvent pas leur dicter quoi faire, finalement, aux Premières Nations qui les appuient ailleurs au pays. Ils ne peuvent pas, mais les héréditaires ou les traditionnalistes à Kanawake, donc le Longhouse, dans ce cas-ci pour les Mohawks, ont été très clairs. Ils ont dit, nous allons lever le blocus si les chefs héréditaires Wet'suwet'en sont satisfaits. Ils ont dit, notre blocus est en appui aux chefs héréditaires Wet'suwet'en. C'est leur cause à eux, ce n'est pas la nôtre. Donc, si les chefs héréditaires sont satisfaits des réponses du gouvernement, nous allons lever le blocus. Vous parlez de la situation à Kahnawake. On sait que c'est toujours très tendu du côté de Kahnawake. Le premier ministre du Québec, François Legault, a affirmé mercredi que la police attendait avant d'intervenir, même si on le sait, il y a une injonction du CP qui pourrait lui permettre de le faire. Parce que les Mohawks ont des AK-47 sur le territoire, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration du premier ministre du Québec? Ça m'a surpris. Je trouve ça à la limite irresponsable. En fait, ce n'était pas. Même si l'information elle est véridique, ce ne serait pas au premier ministre de dire une telle affirmation. En fait, tout ce que ça fait, c'est que ça jette de l'huile sur le feu et ça vient cristalliser aussi dans l'opinion publique l'image de l'Autochtone qui ne respecte pas les lois, qui est violent. Et c'est pas ce qu'on veut faire à ce moment-ci. C'est déjà difficile en termes d'opinion publique. Il faut pas en rajouter et je ne pense pas que c'était nécessaire qu'il le fasse. D'autant plus que les informations qu'on a, c'est qu'il n'y en a pas d'armes actuellement du tout sur les blocus et même autour. Là. Donc, c'est assez surprenant comme déclaration. Quand des chefs comme Ghislain Picard disent que ça vient jeter de l'huile sur le feu, c'est ce que vous croyez également de votre côté? Absolument. On l'a senti. Ça l'a vraiment déstabilisé et ça l'a déplu énormément, pour utiliser un euphémisme, les représentants Mohawks. Donc, eux, ils ont vu une forme de provocation. Puis ça, mais c'est pas bon parce que ça fait le jeu des radicaux, autant du côté des Mohawks que des non-autochtones. Et actuellement, les leaders à Kahnawake sont solidaires du blocus, mais un blocus qui est pacifique et sur lequel on ne retrouve pas d'éléments radicaux, à moins d'informations comptables, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Sauf que si on fait ce type de déclaration-là, ça ne peut qu'exciter justement des éléments plus radicaux au sein de la communauté. Pour revenir sur la rencontre de Smithers en Colombie-Britannique, je le disais il y a un instant, on parle de 2 jours de discussion. Est-ce que ça pourrait durer plus longtemps? Parce qu'évidemment, on va surveiller ça de très près. Est-ce que ça pourrait s'étendre, le dialogue, ce début de dialogue, selon vous? Tout est possible. Les discussions, ce type de discussions-là peuvent durer longtemps. Donc, je ne serais pas surpris, effectivement, que ça puisse durer plus que 2 jours. Le mot d'ordre ici, c'est de la patience. Ça fait déjà plus d'une vingtaine de jours. Je pense qu'on pourrait être patient encore quelques jours si ça nous permet de trouver une fin heureuse. Oui. Et vous, Éric Cardinal, vous êtes optimiste? Moi, je suis relativement optimiste à ce moment-ci, oui. Relativement optimiste. On va se laisser là-dessus. Éric Cardinal, chargé de cours sur le droit canadien et les peuples autochtones à l'Université de Montréal. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.